Donc pour la mise en place de la démarche qualité dans un établissement, probablement, donc approximativement, donc on peut la mettre, la décortiquer en quatre étapes. Donc la phase de préadoption, donc de la décision, si vous voulez, des responsables au niveau local et qui s'imprègnent eux-mêmes donc de la démarche, des textes réglementaires, du contenu, et puis la phase de sensibilisation, d'information. Et la phase d'apprentissage, ça peut être un apprentissage dans l'action, donc faire par exemple une opération d'auto-évaluation, ça permet de former dans l'action, donc un travail pratique en parallèle. Et puis la phase d'exécution, si on la sépare de la troisième, donc après la structuration et la formation, donc on peut procéder à des évaluations ou des analyses SWOT avec les responsables au niveau de l'établissement. Donc l'essentiel que toute la démarche ne soit pas prise en tant que... donc il s'agit d'un processus, donc des étapes progressives, et non, donc ça ne se décrète pas par une décision du responsable au niveau de l'établissement ou au niveau de la tutelle. Donc la meilleure façon après avoir structuré la démarche qualité, structurée, c'est-à-dire mettre en place une cellule centrale qui est directement dirigée en quelque sorte et rend des comptes au chef de l'établissement, et des cellules, des prolongements au niveau des entités de base qui sont les facultés, pourquoi pas demain les départements et les laboratoires de recherche. Donc cette structuration, il y aura par la suite de la formation, c'est-à-dire les personnes choisies pour intégrer les comités, les cellules, pardon, qu'on appelle cellules centrales, CAC, cellule assurance qualité centrale, et cellule assurance qualité locale au niveau des facultés. Donc on va former ces personnes-là. Et une fois qu'on les forme, c'est-à-dire leur donner le strict nécessaire en termes d'outils de l'assurance qualité, on peut dans l'action leur permettre d'acquérir des compétences dans cette démarche qualité et qui deviendront par la suite eux-mêmes ceux-là qui vont transmettre à toute la communauté donc cette vision et cette culture de démarche qualité. Donc si on fait de l'évaluation, il y a aussi deux types, évaluation interne externe comme je l'ai dit tout à l'heure, mais nous pouvons aussi faire de l'évaluation programmatique concernant les programmes, concernant la pédagogie, concernant tout ce qui est lié à la formation, et on peut faire de l'évaluation institutionnelle, c'est-à-dire beaucoup plus pour la gouvernance. Parce que la gouvernance aussi est un élément, je dirais, très très important et qui est transversal et qui touche les autres domaines du référentiel national assurance qualité. Donc l'évaluation, quel que soit le type d'évaluation interne, externe ou programmatique ou institutionnelle, elle doit se baser et s'appuyer sur le référentiel national assurance qualité de l'enseignement supérieur. Donc, après évaluation, quel que soit le type interne, externe ou programmatique ou institutionnel, il y a toujours, donc nous devons produire un rapport d'évaluation, et ce rapport d'évaluation va mettre en évidence les insuffisances et tout ce qui est force, de telle sorte à ce que les responsables peuvent enclencher par la suite des opérations de correction et d'ajustement. Si l'institution, bien sûr, est satisfaite des résultats de l'évaluation, ça veut dire on maintient la chose, on est satisfait, et généralement ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, donc on procède à des opérations de réajustement et d'amélioration, quel que soit où sont détectées les failles. Donc la gestion de l'enseignement supérieur auparavant, elle était basée sur les ressources et les moyens, c'est-à-dire à la fin, donc on rend compte combien on a consommé du budget qui a été alloué, mais avec cette démarche qualité, normalement, la gestion de l'enseignement supérieur devra dorénavant beaucoup plus se baser sur les résultats.
Donc on va parler de résultats. Forcément, auparavant, donc, il y avait des objectifs qui ont été tracés, et qui dit objectifs des projets, qui dit projet, donc projet de l'établissement, avec sa partie stratégie, vision globale pour le long terme, et plan d'action, généralement pour le court terme. Les outils de la qualité, donc il existe, on va rentrer, donc mis à part, si vous voulez, les outils essentiels qui sont l'évaluation, l'audit et l'accréditation. Donc on va rentrer par des outils classiques et qui sont, dans la majorité, sont transposés du secteur socio-économique vers le secteur service public et l'université. Il existe de nombreux outils qui permettent d'identifier, de mettre en œuvre une recherche, une analyse des causes pour apporter des réponses à une solution adaptée au problème. Généralement, c'est les effets qui sont déterminés par des causes. Donc on cherche, si on a un effet positif ou négatif, on cherche quelle est la cause principale, quelles sont les causes qui ont permis d'engendrer, par exemple, ces effets-là, c'est-à-dire ces résultats-là. Ces principaux outils ont été utilisés dans la mesure où ils intègrent un circuit rigoureux où chacun participe et où le rôle d'un responsable qualité requiert des qualités d'animation et de communication. J'ai dit tout à l'heure que tout s'articule dans cette démarche autour de la cellule assurance qualité. C'est-à-dire, et le leader dans cette cellule-là, c'est-à-dire le responsable assurance qualité, communément appelé RAC, responsable assurance qualité, il a un rôle primordial, il n'est pas le chef, mais il est considéré comme l'animateur principal de la cellule assurance qualité et de toute la démarche au niveau de l'établissement. C'est-à-dire que cette personne-là, et je vois que c'est le cas pour Bijayat, il peut animer une réunion, il peut rédiger un rapport, il peut proposer des initiatives au chef de l'établissement et ainsi de suite. Donc, on est dans une démarche participative. Il faudrait que, bien sûr, les managers de l'établissement s'appuient sur cette cellule assurance qualité que je considère moi-même comme, si vous voulez, le thermomètre, le baromètre de toutes les activités de l'université. Quand ça va bien, c'est les premiers qui vont applaudir, mais quand ça ne va pas dans un domaine quelconque, c'est les premiers qui diront attention. Je vous assure que depuis 2008-2009, avec 3 recteurs différents, en tant que, à l'époque, j'étais responsable de l'assurance qualité, j'assistais au conseil de direction. Tous les conseils de direction, avec 3 recteurs différents, j'assistais à tous les conseils de direction. Donc, j'intervenais comme n'importe quel doyen, j'intervenais comme n'importe quel vice-recteur et comme le secrétaire général. Donc, j'apportais ma vision en tant que responsable qualité, cette vision d'assurance qualité en quelque sorte, pour éclairer et accompagner toutes les actions donc, de mon établissement. C'est un clin d'œil que je lance à monsieur le recteur. Donc, il est souhaitable pour moi, c'est un conseil d'amis avant tout, de faire participer le responsable de l'assurance qualité qui, lui, il est le lien entre la cellule assurance qualité et les managers et les responsables de l'établissement. Donc, pour développer dans une institution d'enseignement supérieur comme la vôtre, pour développer cette démarche assurance qualité, il faut suivre un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles donc, la participation de tout le monde. Donc, il s'agit d'une démarche participative et non exclusive, c'est-à-dire tous les membres, tous les acteurs de la communauté universitaire peuvent être utiles, non, pas seulement peuvent être utiles, sont utiles à l'implémentation de cette démarche qualité. Donc ne pas exclure, mais beaucoup plus être à l'écoute de l'ensemble de la communauté, mais à travers des organes et des outils qu'on appelle les outils de l'assurance qualité, structurés dans soit la cellule centrale, soit les cellules au niveau des facultés. Donc, faire participer le personnel à l'élaboration des programmes d'activité, c'est-à-dire une feuille de route. La cellule assurance qualité doit tracer une feuille de route, un programme, bien sûr en concertation avec le responsable de l'établissement
qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, quelles sont les priorités, est-ce qu'on va procéder, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des actions d'information, il y a des actions de structuration, il y a des actions de formation, il y a des actions de sensibilisation. Donc, et c'est les acteurs qui sont intégrés dans la cellule qualité qui devraient être formés eux-mêmes les premiers et qui vont prendre le relais par la suite pour l'essaimage au niveau des facultés et des départements. Faire participer le personnel concerné à la définition du profil de chaque poste de travail. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas les membres de la cellule ou le RAC qui va désigner qui est le responsable de tel. Non, ce n'est pas le cas. Mais il y a une démarche qualité qui va accompagner le responsable de l'établissement, je ne dirais pas dans les désignations, mais dans la définition des profils des personnes qui seront appelées à exercer une fonction de responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque poste, il y a des missions, il y a des tâches. Et ces tâches-là exigent à ce qu'il y ait chez le candidat X des compétences qui répondent à ce profil. Et dans d'autres situations, un collègue enseignant, il peut être extraordinaire au niveau de la planification et de la prospective, du développement, mais il ne peut pas être utile au niveau d'un vice-rectorat de la formation ou de la recherche, par exemple. Donc il faudrait que, et c'est la même chose pour le personnel. Donc la fiche de poste et le guide de procédure, la cellule qualité devrait être intégrée en quelque sorte, ou les membres, ou un membre, ou le RAC, dans la définition du profil, par exemple, des personnes du poste, pas de la personne. Quelles sont les compétences que devait avoir la personne X pour occuper ce poste-là? Parce qu'on a défini déjà comment on appelle la fiche de poste de ce poste-là, c'est la cellule assurance qualité. Donc en finant dans les textes, en finant dans la réglementation en vigueur, bien sûr avec les services concernés du secrétariat général ou de la faculté, si c'est le cas. Donc on peut définir la fiche de poste et puis les guides de procédure pour les différentes procédures, que cela soit pour des documents qui vont être transmis transversalement ou dans le sens vertical. Bien sûr, l'esprit d'équipe, il vaut mieux être des oies qu'être un aigle. Ça, c'est très important. La photo d'hier était explicative. La satisfaction. Évaluer la satisfaction de chacun, c'est-à-dire mesurer aussi la satisfaction des personnes concernées est un élément aussi qui permet de corriger. S'ils ne sont pas satisfaits, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, donc il faut y remédier. C'est très important. Donc il faut que l'ambiance de travail soit sereine et soit une ambiance d'équipe et non une ambiance, si vous voulez, qui ne favorise pas le travail de collaboration et de coopération. Tenir compte des suggestions émises des membres de la communauté universitaire. J'ai tout à l'heure donné un exemple, monsieur le recteur et monsieur le secrétaire général. Il y a quelques mois, une usine à Sétif, c'est le responsable de l'usine qui me l'a rapporté, donc une usine qui fabriquait, si vous voulez, de la semoule, de la farine. Donc ils avaient un problème électrique, toute la chaîne. Là où on remplit les sacs était tombé en panne et chaque fois qu'il relance la chaîne et il y a un court-circuit. Ils sont restés, je crois, 3 ou 4 jours dans cette situation et il a suffi à ce qu'un groupe de responsables parlait debout devant un agent de propreté, pour ne pas dire de nettoyage, et il a écouté la conversation et il a proposé la chose suivante. Il leur a dit que vous avez dit que depuis tel jour que le problème est survenu. On lui a dit oui. Il a dit ça coïncide. Au même moment, l'électricien de l'usine a changé les lampes dans tel endroit. Et ils ont vérifié par la suite, ils ont trouvé un court-circuit au niveau donc de l'éclairage des douilles de cet endroit. Ils ont changé les douilles et la chaîne est repartie. Ça veut dire que la solution peut venir de n'importe quel élément
quelle que soit sa position dans l'équipe, dans le système. Hier, quand on a parlé des oies, quand un danger survient de derrière, c'est bien celle qui est à l'arrière de le ferg, je ne sais pas en français comment le dire, qui va, comment dirais-je, alerter, qui va alerter tous les membres de l'équipe. Donc vous voyez à peu près que la participation de chacun est indispensable. Développer la fierté et l'image de marque, c'est-à-dire quand je dis que j'appartiens à l'université de Béjaïa, donc quand je dis j'appartiens à l'université, c'est-à-dire cette fierté d'appartenance, même chez les supporters de clubs de football, il y a cette fierté-là. Et quand le fait aussi que nous, Algériens, on aime bien dégainer le drapeau, quel que soit l'endroit, donc c'est une façon de montrer qu'on est fier d'appartenir à ce pays. C'est à peu près la même chose. Donc il faudrait cultiver cette réaction, cette culture d'appartenance avec fierté à l'établissement. Vous avez des actions de motivation. Bien sûr, les gens motivés, on peut quand même tenir compte de cet engagement des personnes. S'ils ne sont pas payés, bien, on doit valoriser leurs efforts et leur engagement dans cette démarche assurance qualité. Et instituer un système de reconnaissance. Par exemple, si l'assurance qualité a fait un travail énorme à la fin de l'année, quand on dit un mot à la cérémonie de clôture de l'année universitaire, c'est un encouragement et une reconnaissance quelque part pour les membres de cette cellule qualité. Le référentiel national assurance qualité. Alors, le référentiel assurance qualité, il couvre tous les segments de l'université. Il n'y a pas une activité de l'université qui n'a pas été prise en compte dans la conception du référentiel. Donc vous avez les 7 domaines. Donc bien sûr à leur tête la formation, la recherche, la gouvernance, les infrastructures, la vie à l'université, la coopération internationale et l'ouverture vers le secteur socio-économique. Si on prend ensuite chaque domaine, il est composé de plusieurs champs. Je vais projeter une partie du référentiel, pas celui distribué par le ministère, parce qu'il a été, on a enlevé toute une partie qui sont les critères, les preuves. Par contre, celui qui a été distribué, il a été allégé. Allégé, c'est-à-dire il s'est limité à l'essentiel qui concerne tous les établissements. Parce que je l'ai dit hier, à partir des indicateurs et des preuves, elles peuvent être spécifiques à l'établissement en tenant compte du contexte dans lequel est implantée cette université. Donc il s'agit d'un document qui indique les objectifs et les valeurs à viser. Donc, objectifs et valeurs, donc on peut les mettre sous forme de référence. Alors, la référence, normalement, chaque établissement, dans tel domaine, il doit arriver à ce seuil. C'est, si vous voulez, le parfait. C'est la référence. Ensuite, cette référence-là, un ensemble de références constitue un champ. Un ensemble de références constitue un champ. Le champ, par exemple, pour la formation, je dirais la formation doctorale. C'est un champ dans la formation en général. La formation, comment dirais-je, la préparation de l'offre, c'est déjà un champ. La formation qualifiante aux entreprises, par exemple, continue, la formation continue, c'est un champ. Et ensuite, un certain nombre de champs constituent le domaine qui sont les sept domaines. Donc, domaine, champ, référence. Ensuite, dans le référentiel, on explique la référence. Dans l'ancien référentiel, enfin l'ancien, dans la première mouture de référentiel, on explique la référence. C'est-à-dire, c'est juste un détail, c'est une explication. Et nous avons les critères et les preuves. Donc les références, c'est beaucoup plus quand on fait le projet de l'établissement, donc ça va devenir des objectifs et les critères, parce qu'une référence est composée de plusieurs critères, c'est les activités qui permettent de réaliser les objectifs, donc ça ne peut être que des actions.
Donc dans le référentiel, on a domaine, champ, référence, critère, et par la suite indicateur et preuve, critère, preuve. Donc, dans le projet de l'établissement, quand on va y travailler, tout ce qui est référence, ça va devenir des objectifs. Et tout ce qui est critère, ça va devenir des activités à mener. C'est-à-dire les actions de correction, là, les actions qui vont nous permettre de traduire ces objectifs en résultats. Et une fois qu'on atteint ces résultats, il nous faut bien vérifier, contrôler, est-ce que nous sommes dans une situation de satisfaction, c'est-à-dire on a atteint les objectifs, oui ou non. Donc il nous faut des mesures, des indicateurs, des preuves pour pouvoir dire oui, donc nous sommes satisfaits ou non, donc nous allons procéder à des actions de correction. C'est à peu près le cycle de la chose. J'ai projeté ce tableau hier, donc je préfère projeter une partie du référentiel. Celui qui a été distribué aux établissements, donc il a été allégé, on va retrouver juste les champs, les domaines, les champs et les références qui sont communes à tous les établissements. Donc on l'a allégé de 7. Ici par exemple, donc vous avez, donc nous sommes dans le domaine de la formation, premier domaine, le premier champ, F c'est formation, donc le domaine formation, le champ 1 qui est beaucoup plus donc relatif à l'offre de formation, le montage et le pilotage de l'offre de formation. Et ici, donc vous avez l'interprétation, l'explication si vous voulez de ce champ. Ensuite vous avez la première référence, formation, la référence du champ 1, F1, et la référence numéro 1. Vous avez donc la référence, ensuite l'explication de la référence, et vous avez ici les critères, c'est-à-dire chaque référence peut avoir un critère ou plus. Et en face des critères, vous avez les preuves qui vont nous permettre de mesurer si on va faire l'évaluation. Et donc chaque référence a des critères, chaque critère a des preuves. Et les critères et les preuves, c'est-à-dire ici, peuvent être définis par les établissements, ils peuvent être spécifiques. Ce qui est commun à tous les établissements, c'est les domaines, les champs et les références. Alors, donc ça va comme ça, jusqu'à la fin, pour tous les domaines, de la même façon. Voilà, c'est juste pour aller à un autre. Voilà, c'est le champ 4. F5. Voilà. Le domaine de la recherche, par exemple, c'est un autre domaine, donc ça va commencer, vous voyez ici, c'est juste pour la lecture, c'est un document qui est sur le bureau Chef Bouzidi. Donc le document, il existe ici. Donc vous avez ces domaines de la recherche, le champ recherche, numéro 1, la référence recherche du champ numéro 1, la référence numéro 1, et vous avez la même chose qui se répète avec des explications pour l'ensemble du document. Voilà, donc au niveau de tout le document, donc vous avez l'ensemble, donc c'est un résumé concentré, si vous voulez, du référentiel, le nombre, les champs, pour la formation 7, le nombre de références 23 et ainsi de suite. Pour tout l'ensemble, vous l'avez ici.
il se pourrait que vous ayez, je crois, 2 références en plus dans le document officiel par rapport, parce que celui-là, c'est celui sur lequel on a travaillé les dernières étapes en 2015, si ma mémoire est bonne. Donc les outils de la qualité, mis à part l'audit, ainsi de suite. Donc on va aborder un certain nombre d'outils. Alors, le premier, il est connu chez les économistes, c'est le diagramme de Pareto. Pareto, ce n'est pas le nom de la personne, c'est le nom d'un village au sud de l'Italie. Et la personne, donc, il tient beaucoup à son village. Comme nous, les Kabyles, en général, nous sommes bien attachés à la terre. La terre et le son de Mouloud Pharaon le prouvent. Donc, il a nommé cette méthode. Il l'a appelé diagramme de Pareto. Le résumé de cette technique, c'est qu'ils ont trouvé que 80% des problèmes sont causés par 20% des causes. C'est-à-dire, si on règle 20% des causes, ça veut dire qu'on règle 80% des problèmes, on a des résultats, on a des failles. C'est à peu près là. Et c'est mathématique. Donc c'est à peu près l'objectif de toute son analyse. Donc l'objectif est de mettre en évidence le problème à traiter en premier, c'est-à-dire prioriser les problèmes par fréquence d'apparition et d'agir sur ces 20%-là au départ pour qu'il y ait efficacité dans le résultat, ou là pour éliminer le résultat ou l'effet qui est apparu. Donc l'action, c'est de déterminer l'importance relative des problèmes, c'est-à-dire classer les problèmes par ordre de priorité et par la suite agir directement sur les plus influents. Il y a des étapes. Donc la première étape, calculer la fréquence d'apparition des problèmes. Ensuite, tracer un graphique, soit au niveau de l'axe des abscisses, donc on met les problèmes, et puis une unité de mesure, ça peut être donc des pourcentages, ça peut être aussi un cumul de problèmes, tracer l'histogramme, et puis tracer une ligne montrant le nombre de fréquences cumulées, c'est-à-dire ça va jusqu'à 100% par exemple. Donc si des améliorations sont entreprises, l'ordre de priorité des colonnes du graphique changera. C'est-à-dire si on intervient sur la première cause et on règle la première cause primordiale, ça veut dire le graphe. Donc on élimine la première cause qui est la plus importante et donc la présentation du graphe forcément va changer. Et vous avez un exemple, donc il s'agit d'une petite enquête d'un collègue qui enseigne les sciences économiques à CITIF. Donc il a fait une petite enquête auprès de 6 étudiants, donc d'une section de 600 étudiants. Ici vous avez les pourcentages. On va voir le nombre par là. Donc il a posé les questions suivantes et selon les réponses des étudiants, donc il a pu agir sur les causes les plus influentes sur les résultats. Donc la question posée, c'est la non-satisfaction des étudiants vis-à-vis l'enseignement qu'ils reçoivent au niveau de cette section. Donc vous avez le contenu des programmes, 5,3% ne sont pas satisfaits à cause de ça, et ainsi de suite. La méthodologie de l'enseignement, les techniques et les moyens d'enseignement, la coordination entre les intervenants chargés de cours, chargés de TD, l'organisation la programmation et l'organisation des examens, le contenu des examens, l'évaluation elle-même, le comportement, c'est-à-dire sur le plan pédagogique des enseignants et aussi le comportement vis-à-vis de ces étudiants, des collègues de l'administration par rapport à l'ensemble.
et d'autres causes qui sont minimes et qui représentent pratiquement 3%. Donc, une fois qu'il a obtenu, il a recueilli ces réponses, donc vous voyez que la majorité, c'est là. Les deux principales causes, c'est là. Comment? Donc vous avez ici, on les classe, donc selon les réponses, par ordre décroissant. Vous avez le pourcentage, ici vous avez le nombre par rapport au nombre d'étudiants. Donc cette représentation graphique, donc vous avez par la suite donc les pourcentages. Ici, c'est les pourcentages, le diagramme, l'histogramme, donc concernant les différents pourcentages, c'était le premier tableau. Et vous avez maintenant, quand on trace la valeur cumulée, c'est-à-dire vous avez le premier point, il est là, c'est les 248 qui ont répondu, qui représentent 40 quelque chose %. Si on rajoute les 162, donc on va obtenir ce point. Si on rajoute ça, on va obtenir ça, et ainsi de suite. Donc à la fin, vous avez les 600 ou vous avez les 100%. Donc si on agit maintenant par rapport les 20%, c'est déjà si on agit, on a plus que 20% pour la première cause. Si on agit directement sur cette cause-là, donc on règle, l'impact sera immédiat et l'effet sera notable sur l'amélioration de la satisfaction des étudiants par rapport à la manière, par rapport aux enseignements qu'ils ont reçus au niveau de cette section. Ça peut être aussi un travail qui va être fait par la cellule sur une insatisfaction, on l'a sur un problème quelconque au niveau de l'université. Ça peut être l'un des problèmes, l'un des domaines, ou l'une des références, ou l'un des champs, et ainsi de suite. Donc il peut être en quelque sorte isolé par rapport à d'autres, et on intervient directement là où il y a le problème. C'est une façon aussi que les économistes utilisent beaucoup au niveau des entreprises pour la production, améliorer le rendement au niveau des unités de production. Vous avez le diagramme d'Ishikawa, contrairement le premier, ça c'est son véritable nom, et comme son nom l'indique, donc c'est un japonais. Donc c'est très simple, il suffit de chercher quelle est la cause qui a engendré ce problème, ou là, cette imperfection au niveau du résultat. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour faciliter la tâche? Donc et du moment que les Japonais mangent beaucoup les poissons, donc il a schématisé sa démarche à travers donc le squelette d'un poisson. Donc il a dit que voilà, on répartit les causes selon 7M. 7M, c'est les initiales des mots que vous avez devant vous: la main-d'œuvre, le matériel, le management, la méthode, les milieux, moyens et matières. Et vous avez les causes, vous avez les faits. Donc c'est ce qu'on appelle le schéma des arêtes de poisson. Donc il suffit de détailler le milieu. Donc le milieu, ça peut être l'environnement, les moyens, matériel, main-d'œuvre, méthode, matière. On peut considérer matière ici comme les entrants de l'université, c'est-à-dire les doctorants, les premières années master, première année doctorat, première année master, et les bacheliers qui nous arrivent. Le management, bien sûr, il y a toujours le côté gouvernance qui est primordial. Et en détail, dans chaque situation, nous avons utilisé même je me souviens, lors d'une réunion en 2018 pour mettre en place le livre blanc de la recherche universitaire, donc un groupe de travail, nous avons utilisé cette schématisation pour identifier ce qui ne va pas pour la recherche universitaire, la recherche, je dis bien universitaire, c'est-à-dire au niveau des laboratoires des universités à l'échelle nationale. Et donc on connaît que ça ne marche pas, académiquement ça va, mais autre chose, pour la recherche-développement, ce n'est pas le cas. Nous avons bien une direction,
je le répète, recherche scientifique et développement technologique. Nous donnons de l'importance à la première partie recherche scientifique, mais nous avons oublié la deuxième partie qui est le développement technologique. Donc c'est une faille. Et comment identifier ensuite? Nous avons utilisé même cette schématisation à peu près pour identifier les causes qui sont responsables de cet effet. Si on agit sur les causes, donc on élimine les effets négatifs. Une question très simple, une méthode très simple, c'est une série de questions. Même quand on enseigne au master, recherche bibliographique, ou là quand un étudiant en doctorat commence son sujet de thèse, on lui demande, même l'enseignement aussi dans le cadre de la CAPEV, des nouveaux enseignants nouvellement recrutés, donc on leur dit d'utiliser cette démarche aussi, se poser un certain nombre de questions, par exemple pour un doctorat, se poser un certain nombre de questions pour s'approprier le sujet, c'est-à-dire on lui donne une thématique, il faudrait que cette thématique-là devienne sa propriété à travers, par exemple, ce travail à faire, ce projet de thèse, en répondant à une série de questions Q, Q, O, Q, C, et le P pourquoi, il peut être combiné avec l'ensemble des autres questions. Par exemple, quand il y a un travail à faire, donc il faut savoir déjà c'est quoi ce travail, que fait-on, quel défaut, quelle phase, et ainsi de suite. Mais toujours la question, c'est quoi? Une deuxième question, qui? Donc ça revient sur une personne qui est concernée. Il est destiné pour qui? Qui va le faire? Donc c'est cette question-là à laquelle il faudrait répondre. Si on répond, ça veut dire on cerne la chose. Vous avez où? Quel endroit? Au niveau de la faculté, au niveau de tel service. Des fois, il y a un travail qui arrive. Par exemple, le responsable de l'université le dispatche au niveau des vice-rectorats, des doyens. Et puis, ce n'est pas indiqué qui va faire le rassemblement des données demandées, par exemple. Parce que c'est au niveau du secrétariat général. Donc, le travail va traîner. Et quand la tutelle va rappeler, donc il faudrait dès le départ savoir qui est concerné et où ça va être fait. C'est à quel niveau, par exemple. Le quand. Dans tout travail, dans toute action, dans tout projet, il y a un début, il y a une fin. Quand est-ce qu'on va remettre? Quand est-ce qu'on va exposer? Quand est-ce qu'on va rédiger? Quand est-ce qu'on va présenter? Et ainsi de suite. Donc il y a la question où qui doit être posée dans n'importe quel travail, dans n'importe quelle action, de telle sorte à ce qu'on améliore à la fin, parce que c'est toujours l'amélioration du résultat qui est l'objectif principal. Le comment, la méthodologie, comment va-t-on procéder? On va commencer par là, on va commencer par là, il faut combiner ça avec ça. Donc la méthodologie, la manière avec laquelle on va aborder le travail pour que ce travail-là aboutisse sur un résultat, et ce résultat-là soit acceptable et qui est conforme par rapport à l'objectif. Et vous avez le pourquoi. Donc le pourquoi, on peut le combiner. Le pourquoi, c'est une question globale. Pourquoi ce travail a été demandé? Avec un farq bien pourquoi et quoi. Le pourquoi, c'est-à-dire la finalité du travail ou l'objectif global de cette procédure ou là de ce travail. Il y a une autre méthode, c'est toujours la même question, c'est 5 pourquoi successifs. Pourquoi, on apporte une réponse, et puis à partir de la réponse, on pose une autre question jusqu'à 5 niveaux. Et généralement, en arrivant au 5e niveau, ça veut dire qu'on arrive à la cause principale, c'est-à-dire qui est responsable du problème posé lors du résultat ou là de la non-réalisation du résultat. C'est beaucoup plus, ici j'ai choisi aussi
je présente un exemple. Vous avez, c'est le cas pratiquement de toutes nos universités, mis à part certaines bonnes pratiques dans certains établissements. Vous avez par exemple, hier j'ai dit que le problème majeur c'est la non-insertion des diplômés dans le milieu du travail. C'est-à-dire que vous avez en forme des diplômés, mais malheureusement l'exploitation et la valorisation de leurs diplômes reste insuffisante, c'est-à-dire l'employabilité. Donc c'est un problème majeur. On se pose la question, pourquoi l'insertion professionnelle des diplômés échoue? Donc la première réponse, parce qu'ils ne possèdent pas les compétences requises ou là exigées par le milieu du travail. Donc la première, c'est la question, c'est le problème principal. C'est la non-employabilité ou là, le peu d'employabilité des diplômés. Donc ils ne possèdent pas les compétences requises. C'est pour cela qu'il y a mauvaise employabilité. La question, pourquoi ils ne possèdent pas les compétences requises? La réponse peut être, ils n'ont pas effectué de stage pratique en entreprise, parce qu'ils ne connaissent pas le milieu de travail, donc ils n'ont pas acquis de compétences, ils ont la connaissance, mais il leur manque les compétences. Donc c'est pour ça qu'ils ne possèdent pas ces compétences-là, parce que ça n'a pas été pris en considération lors de leur formation. Troisième question, pourquoi ils n'ont pas fait de stage pratique en entreprise? Donc ce qui découle de la deuxième réponse. Les stages n'ont pas été programmés dans l'offre de formation. Par rapport au profil de cette licence ou là de ce master, on a oublié, ou là on a omis de programmer, de prévoir des stages en entreprise. Pourquoi les stages en entreprise n'ont pas été prévus au départ dans l'offre de formation? Les stages n'ont pas été prévus, les stages n'ont pas été prévus dans, les stages n'ont pas été programmés, c'est-à-dire n'ont pas été faits parce que ils n'ont pas été programmés. Donc on pose la question, la réponse, les stages n'ont pas été prévus dans l'offre de formation. La réponse à la première, programmés, donc programmés dans le temps, c'est-à-dire durant cette année, on n'a pas programmé de sortie de stage sur le terrain pour les diplômés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été prévus dans le canevas de l'offre de formation. Pourquoi l'offre de formation, on n'a pas prévu les stages? Car les besoins des entreprises n'ont pas été pris en considération. Parce que lorsqu'on a monté cette offre de formation, on n'a pas tenu compte des besoins de l'environnement socio-économique, on n'a pas associé les professionnels lors du montage. Donc la cause principale, elle est là. Au bout de 5 questions, on arrive à la cause principale. Donc pour revoir l'offre, il faudra intégrer des stages dans le milieu professionnel pour cette discipline. Donc on peut faire appel aux professionnels pour participer à la conception de l'offre de formation. Donc c'est une méthode dossier, après une chaîne, donc une succession de 5 questions. Pourquoi on arrive donc à la cause principale et on agit directement. Donc c'est toujours une recherche de cause. On peut aussi être, ça peut être aussi la procédure. Donc pourquoi le système mis en place a-t-il permis l'apparition de problèmes? Donc on peut agir sur c'est comme le cas des personnes, de la santé. Donc on peut agir sur la guérison comme on peut agir sur la protection. Et la meilleure façon, c'est d'anticiper. Et l'universitaire en général, il faudrait qu'il ait cette caractéristique d'anticipation bien avant que les choses arrivent. Je pense dans le domaine de la gestion, dans le domaine du montage des offres, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine des activités de l'université. Une autre méthode japonaise qui nous vient aussi des entreprises, c'est une méthode classique, où elle facilite la tâche et la méthode, si vous voulez, des 5 S. 5 S, c'est les initiales des mots japonais, et vous avez juste à côté
la signification en français. Imaginons par exemple un mécanicien, je parle donc au niveau des entreprises, un mécanicien donc qui ne respecte pas ces situations, donc ça sera la caverne d'Ali Baba. Donc débarras, c'est trier, enlever l'inutile sur un bureau par exemple, ne pas laisser traîner des documents dont on n'a pas besoin, qui ne sont pas urgents, donc c'est fait, il y a des classeurs, il y a des boîtes d'archives, il y a des armoires et ainsi de suite. Donc il faut se débarrasser et trier pour séparer l'inutile de l'utile. Le rangement, que cela soit au niveau des ordinateurs, donc des fichiers, des dossiers, ainsi de suite, que cela soit physiquement, donc des documents, des dossiers, de la paperasse. Le nettoyage, l'ordre, donc ordonner, ça va aussi avec ranger, et la rigueur. La rigueur, ça dépend de la personnalité de la personne en charge, par exemple, de ce service, ou en charge de ce travail, et ainsi de suite. Donc, c'est des choses simples. Et quand vous pensez comme ça, vous allez dire, tiens, j'ai cette caractéristique déjà, donc il suffit juste de la cadrer. La majorité, pratiquement tout le monde, a en lui ces choses-là. Mais comment les ordonner, comment les mettre en œuvre, c'est ce qui est important. C'est-à-dire si on garde pour soi-même, et tiens ça, je sais le faire. Donc il fallait le faire, pas je sais le faire ou j'ai ça en moi, donc il fallait déjà mettre en œuvre ces caractéristiques-là, bien sûr, ces caractéristiques positives. Les cercles de qualité, donc c'est des réunions très simples, ça peut être autour d'un café, fait un service, fait un département dans un labo de recherche. Premièrement, ça rapproche les membres de la même équipe. Donc, équipe, ça peut être service, département, vice-rectorat, laboratoire. Donc, si on rapproche les gens, déjà c'est la première étape, donc il y aura un échange. Et de cet échange, forcément, il y aura de la lumière qui va jaillir. Donc, les cercles de réflexion, quand c'est un peu poussé, une fois par semaine par exemple, au début de la semaine ou là à la fin de la semaine, qu'est-ce que nous avons fait cette semaine, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer la situation. Ça peut être une procédure, ça peut être une action, ça peut être une tâche, ça peut être une redistribution, mais l'essentiel c'est une façon aussi de donner la parole à l'autre et d'écouter l'autre qui est sur le terrain par rapport à son responsable par exemple, pour avoir cette amélioration. Donc il suffit de discuter. Le pokayoke, c'est un mot japonais aussi, ils l'ont gardé parce que peut-être la prononciation est meilleure. Donc ici, ça vient aussi de l'anticipation. Donc on ne va pas attendre à ce que le problème jaillisse pour procéder à sa correction. Donc on anticipe. Nous avons tous entendu quelque part un collègue, un voisin, un ami qui s'est trompé lorsqu'il va faire le plein au niveau d'une station-service. Le personnel, par exemple, en poste, ou la personnel même, s'il s'agit d'un self-service, se trompe. Donc au lieu de mettre, par exemple, de l'essence, il met du gasoil. Donc les Japonais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il suffit d'y penser et d'anticiper. Donc, ils ont adapté pour chaque ouverture du réservoir, donc un type de pistolet. Donc, le pistolet de licence, par exemple, ne s'imbrique pas dans l'ouverture du réservoir d'un véhicule qui fonctionne avec du gasoil. Donc, c'est une façon d'anticiper. Et je l'ai dit il n'y a pas, peut-être hier ou aujourd'hui, que l'universitaire doit avoir deux choses primordiales. Laissons les qualités intrinsèques de la personne, mais en tant que fonctionnaire, deux choses primordiales pour moi, c'est le sens de l'initiative et le sens de l'anticipation. Donc il faut qu'il y ait de l'initiative. Qui dit d'initiative, donc il y a prise de risque, un risque calculé,
mais aussi le sens de l'anticipation. Il ne va pas attendre à ce que son chef lui dicte, vous déplacez cette feuille de ce bureau à ce bureau. Il faut qu'il y ait quand même un minimum d'initiative chez le personnel au niveau de l'université. Même pour les enseignants aussi, c'est valable. C'est vrai, il y a un programme selon le canevas, mais on n'est pas des automates pour se limiter à 100% à ce programme. Si on donne beaucoup plus des exemples réalistes, par exemple, à nos étudiants, donc surtout nous, on croit beaucoup à ce qu'on voit, ça fera que du bien. Donc, la même chose pour le personnel administratif, nous ne sommes pas des automates, donc il faudrait qu'il y ait l'influence, le facteur humain en nous qui intervient. Le benchmarking, c'est-à-dire se comparer à ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire avoir des références. L'échange, par exemple, avec les universités européennes, c'est beaucoup plus pour le transfert des bonnes manières et des bonnes pratiques et pour avoir une amélioration au niveau de nos établissements. C'est-à-dire, c'est bien. Je vous donne l'image suivante. Si vous prenez un véhicule, vous ne pouvez pas conduire sans les rétroviseurs. C'est difficile. Le risque est multiplié par je ne sais pas combien. Il y a bien le rétroviseur, les latéraux et intérieurs. Le rétroviseur, il n'est pas fait pour que le conducteur se concentre sur le rétroviseur, c'est-à-dire le regarde tout le temps au niveau du rétroviseur. Il le regarde beaucoup plus vers l'avant. De temps en temps, il jette un coup d'œil au niveau des rétroviseurs. C'est de la même façon. Donc, pour un établissement du supérieur, c'est bien de regarder les établissements qui sont moins performants que le nôtre, mais il faut se concentrer vers ceux qui sont devant nous et qui sont la référence. C'est-à-dire, est-ce que nous, en tant qu'université de Bjaya ou la de State, est-ce que nous pouvons atteindre le niveau de l'université Kada ou Kada? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il nous faut? Quelle est la procédure? Quelle est la démarche à suivre? Quels sont les moyens? C'est comme ça. Ça veut dire le benchmarking, c'est se comparer au meilleur, c'est-à-dire à celui qui vous devance, tout en faisant attention à ceux qui sont derrière vous. Ça ne veut pas dire que nous, toutes les universités algériennes avancent avec la même vitesse, mais ce n'est pas le cas. Mais il y a une compétition. Je ne dirais pas une concurrence, une compétition saine, une compétition positive et qui stimule les uns les autres pour aller de l'avant. Donc, le benchmarking, c'est se comparer à ce qu'il y a de meilleur pour le prendre comme exemple et d'y travailler pour y arriver. Un chargé de cours, il a son modèle à l'université, quel que soit X, il a un modèle. Il se dit, est-ce qu'un jour je deviendrai aussi, moi professeur, comme X ou Y? On est tous passés par ce stade. Alors, l'outil le plus important, quand on l'a combiné, quand on a travaillé sur le projet de l'établissement, il se combine très bien avec l'analyse SWOT. Le brainstorming, c'est le remue-ménage. Le remue-ménage. Asar Gwellah, si vous voulez. Donc, comment remuer les ménages de telle sorte à ce qu'on fait ressortir le maximum de choses, de positifs, des participants. Donc, il faut un groupe, et le groupe, la cellule assurance qualité. Donc, c'est une technique de résolution créative. Si vous vous souvenez, quand on a parlé de la stratégie, on a dit qu'il y a de l'innovation. Quand on a parlé du plan d'action, on a dit c'est des actions de correction, donc pratiquement c'est des outils connus et qu'on réaménage, qu'on réorganise de telle sorte à ce qu'on puisse arriver à un résultat. Donc, dans la stratégie, il y a de la créativité, il y a de l'innovation et ça se combine bien. Le brainstorming, comme son nom l'indique, donc on remue les ménages de telle sorte à ce qu'on arrive à ce qu'il y a de meilleur dans les propositions des uns et des autres, et plus particulièrement à la fin, la synthèse de tout le groupe. Donc c'est une technique qui remonte quand même presque un siècle, mais qui est toujours d'actualité, et ça a commencé, c'est des
transposition de l'économie des entreprises vers les services publics qui sont les universités. Donc au départ, c'est une réunion de collaborateurs pour trouver un nombre important d'idées publicitaires parce que c'était une boîte de communication au départ qui a initié cette méthode et qui s'adapte très bien pour, par exemple, la démarche qualité au niveau des universités. Je détaille un peu cette technique parce que elle est très importante et en même temps, c'est de là, si vous voulez, que apparaît le travail d'équipe. Le travail d'équipe où la collaboration de chacun permet de faire avancer les choses. Donc, dans ce groupe, premièrement, il faut définir le groupe, quelle est sa composante humaine, comment qu'on va faire. Donc, l'essentiel de quelques principes à respecter. Donc, quand une personne de ce groupe propose une idée ou une action, à ne jamais critiquer, c'est-à-dire tout ce qui est proposé est accepté et noté. On ne va pas le mettre en œuvre, mais on ne remet pas en question les propositions des uns et des autres. On a juste la possibilité de sauter sur une proposition de l'autre et de l'améliorer, de la recombiner, de la reproposer autrement. Donc ça, on a le droit. Mais on n'a pas le droit de remettre en question la proposition de celui qui nous devance. Donc on cherche, au départ, on cherche le maximum d'idées. Généralement, il y a des techniques, soit le tour de table, soit des post-it, soit tour de rôle, soit ça dépend. Je viens de le dire, donc et on peut on peut rebondir sur les propositions des uns et des autres pour les améliorer. Voilà, c'est un exemple. Donc au lieu de faire, ça peut être même fait à distance à travers donc les techniques de communication. Ici, c'est des post-it. Donc on peut utiliser des post-it de couleur. Par exemple, pour l'analyse SWOT, on met la couleur rouge pour faiblesse, orange maintenant pour risque, on met la verte pour les forces, on met des couleurs. Et au niveau des post-it, on écrit les idées. Donc on distribue dans le groupe les post-it. On vous dit, vous notez les idées. Vous avez une demi-heure par exemple pour noter si la méthode qu'on a travaillée durant 6 mois avec les membres de la cellule qualité de l'époque 2016, durant l'année 2016, juillet 2016, où on a utilisé, ce n'est pas les post-it, le brainstorming combiné avec l'analyse SWOT. On se dit, voilà, aujourd'hui, on ne va traiter que les forces. La semaine prochaine, on va continuer toujours les forces, jusqu'à ce qu'on épuise toutes les idées des uns et des autres. Et là, il y avait la présence du staff de l'université. Ils assistaient, donc chaque après-midi des après-midi de chaque mardi, et les membres de la cellule assurance qualité et l'animateur change. Chaque semaine, on désignait un animateur autre que celui de la semaine précédente. Et ça permettait donc de faire participer l'ensemble. Vous avez le staff avec sa vision, ses textes réglementaires, sa responsabilité, et vous avez les membres de la cellule qualité qui avaient l'outil de l'assurance qualité. Donc de cette combinaison, on a pu faire ressortir ensuite la stratégie comme on l'a dit hier. Donc on essaye de chercher de nouvelles idées pour résoudre les problèmes, pour améliorer. 2 rôles spécifiques doivent être attribués. Donc le groupe, quand il y a le groupe, premièrement, dans ce groupe-là, quelles sont les personnes? Donc je dis, c'est les collègues de l'assurance qualité, de la cellule, et qui peuvent être par la suite élargis si la disponibilité des responsables de l'université le permet. Donc ils participent à cette manière d'étudier et d'étudier les problèmes et de chercher des solutions, des projections vers l'avenir pour améliorer les performances. Donc il y a l'animateur, il y a le secrétaire. L'animateur, il est là pour animer, comme son nom l'indique, pour animer
la discussion du groupe et les différentes propositions. Il ne doit pas répondre. Quand quelqu'un propose, il ne doit pas répondre. Il est là pour juste animer. Ensuite, vous avez le secrétaire. Le secrétaire, il est là pour prendre note, ou ça peut être un tableau blanc, ça peut être des feuilles, ça peut être un écran avec un ordinateur, ça peut être aussi des post-it. Donc il y a différentes méthodes. Donc vous avez deux personnes qui sont là pour juste l'organisation, et les phases sont les suivantes, c'est-à-dire comment constituer le groupe. Premièrement, la composante du groupe, ça dépend du contenu du point à discuter. Donc si nous sommes en train d'analyser par exemple le contexte de l'établissement, donc il faudrait que les personnes qui vont composer ce groupe aient des notions et des informations sur l'environnement de l'établissement. On ne va pas ramener quelqu'un qui ne connaît pas la région pour dire s'il vous plaît, vous venez participer pour identifier les opportunités qui s'offrent dans ce territoire. Ce n'est pas le cas. Donc le choix, la constitution du groupe est primordial. C'est pour ça que la composante humaine de la cellule centrale de l'université doit couvrir tous les segments de l'université. Et même au niveau des enseignants, il faut choisir des enseignants de différents profils, ceux qui sont portés sur la recherche, sur la formation, qui sont des économistes, qui sont des sciences sociales, qui sont des technologues. Donc c'est cet amalgame-là qui permet de toucher le maximum de points au niveau des activités de l'université. Cadrage et définition de la question à débattre et si vous voulez, dans laquelle on va puiser pour améliorer la situation. Donc ça peut être la formation, ça peut être une partie de la formation, les offres de formation, ça peut être la recherche appliquée, ça peut être... Donc on choisit le sujet et on va se mettre d'accord pour que les propositions soient justes par rapport à cette thématique. Ensuite, la collecte des idées. La collecte des idées de chacun des participants. Donc il a le droit de proposer des idées, une idée à la fois, et on rassemble à la fin donc la collecte des idées et puis la sélection. Quand on a l'ensemble des idées, on va les mettre par groupe. On va les mettre par groupe, celles qui se combinent les unes par rapport aux autres, et on fait une sélection des plus pertinentes. On fait la sélection des plus pertinentes parce qu'on peut donner des notes. On peut donner des notes par la suite quand on sélectionne. On peut donner des notes. Quelle est la priorité? On va prioriser les différentes idées, maintenant en termes de force. Celle qui a 5 points, celle qui a 4, celle qui a 3 et ainsi de suite. Parce qu'il y a des calculs par la suite qu'on va faire de telle sorte à ce qu'on arrive à une orientation des managers de l'établissement. L'animateur, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui lance et guide la session de brainstorming, du remue-ménage. C'est l'animateur qui est là pour coordonner toute l'activité de la journée ou de la demi-journée ou de la réunion. Organisation de la session, donc tout le monde, ils vont se mettre d'accord sur la méthodologie. Est-ce que c'est à tour de rôle? Est-ce que celui qui a une idée lave la main? Est-ce qu'on va écrire sur des feuilles et puis on rassemble les feuilles? Et ainsi de suite. Le respect du temps, c'est très important. Le cadrage, voire le recadrage, si quelqu'un sort du contexte de la réunion, donc l'animateur est là pour rediriger et recadrer la situation. La participation de tous, celui qui n'a pas d'idée, on peut faire le tour de table et il peut sauter sur l'occasion des propositions des autres pour les améliorer. Voilà, le secrétaire est là pour rassembler et recueillir les notes, ce qui a été proposé, pas les notes 1, 2, 3, 4. C'est lui qui constitue la mémoire du processus. Le secrétaire note systématiquement toutes les idées. Il n'élimine aucune de ces idées.
constituer le groupe, j'en ai déjà parlé, c'est plus de détails. Le cadrage, donc le choix de la personne pour diriger, donc il doit maîtriser la thématique plus ou moins pour recadrer quand cela est nécessaire. Alors, cette phase, ou cette étape, est de recueillir le maximum d'idées possibles ou de propositions. Conditions de réussite, donc c'est beaucoup plus, c'est pour vous orienter dans le futur travail au niveau de la cellule assurance qualité. C'est un outil extraordinaire. Quelques méthodes de génération d'idées, j'en ai touché un mot déjà. L'anarchie, ça veut dire chacun intervient, donc pêle-mêle. Vous avez le tour de table, celui qui n'a pas d'idée dit je passe, jusqu'à ce que tout sera épuisé. Vous avez les post-it, vous avez la circulation d'idées, chaque participant note une idée sur une feuille blanche, et puis on ramasse l'ensemble. Il y a le brainstorming à distance, donc électronique, les ordinateurs, l'Internet, et ainsi de suite. La sélection par la suite des idées, et nous devons se mettre d'accord sur les critères, qu'est-ce qu'on va utiliser comme critères pour éliminer à la fin. Est-ce que ça sera par vote? Est-ce que ça sera, si vous voulez, un consensus pour éliminer certaines idées par rapport à d'autres et sélectionner, prioriser les idées? Donc c'est un travail collectif de collaboration. Les critères de qualité, parce que le temps presse. Donc le vote, verrou, c'est-à-dire le veto. Si quelqu'un vote contre une idée, c'est comme aux Nations Unies, ça veut dire que l'idée peut être éliminée ou peut-être. Donc c'est des critères, on doit se mettre d'accord au début. Ce n'est pas une fois que les idées sont rassemblées qu'on passe à ça. Il y a la présélection, donc on va dire cette idée est la même, on peut combiner ensemble en se mettant d'accord. L'important, c'est que tout le monde soit d'accord sur la méthode avant de lancer le processus de sélection et de tri. Donc, la méthodologie à suivre, donc c'est tout le monde dans le groupe qui doit, en quelque sorte, adhérer. Sinon, on risque, s'il y a donc remise en cause, donc on ne peut pas avancer. Vous avez un deuxième outil. Généralement, donc on combine les deux, le brainstorming avec l'analyse SWOT. Pour le volet stratégie, c'est la meilleure méthode. Donc les forces, les faiblesses et les opportunités menaces. On a touché un mot hier. Donc faiblesse et force, c'est intrinsèque à l'établissement. Menaces et opportunités, ça provient de l'environnement socio-économique. Donc au niveau des forces, on va prioriser aussi, quand on va citer les forces pour un domaine quelconque, ou là un champ, ou là, on va prioriser et on va donner des notes, par exemple de 1 à 5. Et il y a une méthode pour tracer un graphe, X, Y. Donc, par exemple, le X, ça va de faiblesse vers force, et Y, ça va de risque vers opportunité. Et quand on trace un vecteur d'orientation à travers les notes qu'on a données ici, on va voir l'orientation du vecteur, quelle est la stratégie à suivre. Est-ce que c'est une stratégie d'attaque si on se retrouve dans le cas force et opportunité, ou une stratégie de survie, par exemple, si on se trouve dans le cas faiblesse combinée avec les risques qui proviennent de l'extérieur. Donc, les deux méthodes, c'est la meilleure façon de mettre en place une stratégie de tirer profit de l'analyse participative de la composante humaine de l'université. Parce que dans la cellule qualité, comme on l'a dit, il devait y avoir une représentativité de la composante humaine de l'université. Donc c'est ce que je viens de dire. Les opportunités, c'est quoi? Les menaces, c'est quoi? Vous avez la présentation ici. Et merci pour votre attention.